L'équivalent de 500 bombes atomiques d'Hiroshima vient d'être rejeté dans l'atmosphère. Здравствуйте. С вами говорит инженер атомный энергетик Григорий Медведев. Bonjour, je m'appelle Grigori Medvedev, je suis ingénieur atomiste. Juste après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, parce que si c'était grave, on doit nous évacuer. Это как крушение, надо так значить, наверное. Чернобыльская молитва. La supplication de Svetlana Alexievich. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurent. Это одна из самых трагических, наверное, тем современных. Tchernobyl. Chronique du monde après l'apocalypse. Témoignage 2. 26 апреля 1986 года. Le 26 avril 1986, à 1h23 du matin, une série d'explosions détruisit le réacteur et le bâtiment de la 4e tranche de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Cet accident est devenu la plus grande catastrophe technologique du XXe siècle. Je veux témoigner. Je l'ai vécu alors. Il y a 10 ans et je le revis tous les jours actuellement. C'est toujours en moi. Dès les premiers jours, les sentiments étaient que nous n'avions pas seulement perdu la ville, mais la vie entière. On nous évacua le 3e jour. Le réacteur brûlait. Je me souviendrai toujours des paroles d'un ami. Ça sent le réacteur. Une odeur indescriptible. Il y a eu une annonce à la radio interdit d'emporter des affaires personnelles. Entendu, je ne prendrai rien, à l'exception d'une seule chose, la porte de mon appartement. Il m'était impossible de la laisser, quitte à clouer des planches pour condamner l'entrée. Notre porte, notre talisman, une relique de famille. Mon père a été allongé sur cette porte. J'ignore l'usage ailleurs, mais chez nous, ma mère disait qu'il fallait coucher les défunts sur la porte de la maison en attendant de les mettre en bière. J'ai passé la nuit près de mon père allongé sur cette porte. La maison est restée ouverte toute la nuit. Et sur cette même porte, il y a des marques de bas en haut, ma taille à différents moments de mon existence. De petites encoches accompagnées d'une annotation. 1re année d'école, 2e, 7e, avant le service militaire. Et à côté, la croissance de mon fils et celle de ma fille. Toute notre vie était inscrite sur la porte. Comment pouvais-je la laisser? Je l'ai récupérée quand même, la porte. 2 ans plus tard, de nuit, en moto, à travers la forêt. Voilà comment j'ai volé la porte de ma propre maison. J'ai envoyé à l'hôpital ma fille et ma femme. Elles avaient des taches noires sur le corps. Elles apparaissaient et disparaissaient. Grosses comme des pièces de 5 kopecks. Mais elles n'avaient pas mal. On leur a fait passer des examens. J'ai demandé les résultats. On m'a répondu « Ça ne vous concerne pas ». Ça concerne qui, alors? À l'époque, tout le monde disait que nous allions tous mourir. Que vers l'an 2000, il n'y aurait plus de Biélorusses. Ma fille avait 6 ans. Je l'aborde et elle me murmure à l'oreille « Papa, je veux vivre. Je suis encore petite. » Et moi qui pensais qu'elle ne comprenait pas. Pouvez-vous imaginer 7 petites filles totalement chauves en même temps? Elles étaient 7 dans la chambre. Non, c'est assez. Je ne peux pas continuer. Lorsque je raconte cela, j'ai l'impression de commettre une trahison. C'est mon cœur qui me le dit. Parce que je dois la décrire comme une étrangère. Ces souffrances, ma femme ne pouvait plus supporter de la voir à l'hôpital. Il vaut mieux qu'elle meure plutôt qu'elle souffre comme ça. Ou que je meure pour ne plus voir cela. Non, je ne peux plus continuer. Non. Nous l'avons allongée sur la porte. Sur la porte qui avait supporté mon père jadis. Elle est restée là jusqu'à l'arrivée du petit cercueil. Il était à peine plus grand que la boîte d'une poupée. Je veux témoigner que ma fille est morte à cause de Tchernobyl et qu'on veut nous faire oublier cela.
Nikolai Fomich Kalugin, Ampère. Le cœur des soldats. Notre régiment fut réveillé par le signal d'alarme. On ne nous annonça notre destination qu'à la gare de Biélorussie, à Moscou. Un gars protesta. Je crois qu'il venait de Leningrad. On le menaça de cour martiale. Le commandant lui dit, devant les compagnies rassemblées, « Tu iras en prison ou tu seras fusillé. » Mes sentiments étaient tout autres, à l'opposé. Je voulais faire quelque chose d'héroïque. Comme poussé par une sorte d'élan enfantin, la plupart des gars pensaient comme moi. Des Russes, des Ukrainiens, des Kazakhs, des Arméniens. Nous étions inquiets, bien sûr, mais gais en même temps. Allez savoir pourquoi. Eh bien, nous y sommes allés à la centrale. Chacun d'entre nous a reçu une blouse et une calotte blanche, et un morceau de gaz pour le visage. Nous avons nettoyé le territoire. Une journée, nous travaillions en bas, à sortir les décombres et gratter des surfaces. Et une journée en haut, sur le toit du réacteur, à la pelle. Les robots ne fonctionnaient plus, les appareils et les machines devenaient dingues, mais nous travaillions, et nous en étions fiers. Nous sommes entrés. Une pancarte annonçait « zone interdite ». Je ne suis pas allé à la guerre, mais j'avais le sentiment de quelque chose de connu. C'était quelque part dans ma mémoire. Impossible de dire d'où cela venait, mais c'était lié à la mort. En chemin, nous croisions des chiens et des chats errants. Parfois, ils se comportaient bizarrement et fuyaient les gens. Je ne comprenais pas ce comportement jusqu'au moment où l'on nous a ordonné de tirer systématiquement sur eux. Les maisons étaient sous-scellées, les machines agricoles des kolkhozes abandonnées. C'était un spectacle intéressant. Il n'y avait personne, à part nous, les patrouilles de la milice. Nous pénétrions dans certaines maisons. Des photos étaient accrochées au mur, mais les occupants n'étaient pas là. Des papiers jonchaient le sol, cartes des jeunesses communistes, certificats, diplômes d'honneur. D'abord, nous avions le sentiment que les gens allaient rentrer. Ensuite, c'était... Tout semblait lié à la mort. Une maison abandonnée. La porte d'entrée était fermée. À l'intérieur, il y avait un chaton sur le rebord de la fenêtre. Je pensais qu'il était en terre cuite. Je me suis approché, il était vivant. Il avait mangé toutes les fleurs des pots, des géraniums. Comment était-il entré? À moins qu'on ne l'ait oublié. Sur la porte, il y avait un mot. « Cher homme, ne cherche pas des objets de valeur, nous n'en avions pas. Utilise ce dont tu as besoin, mais sans marauder. Nous reviendrons. » Sur d'autres portes, il y avait des inscriptions à la peinture. « Pardonne-nous notre maison. » On disait adieu à son foyer comme à un homme. D'autres écrivaient « Nous partons ce matin » ou bien « Nous partons ce soir ». Parfois, ils ajoutaient la date et même les heures et les minutes. J'ai vu également des mots sur des pages de cahiers arrachés. « Ne tue pas la chatte, les rats vont tout manger. » Une écriture d'enfant. « Ne tue pas notre Yulka, elle est gentille. » Avant d'y aller, j'avais peur. Mais cela n'a pas duré longtemps. Une fois sur place, la peur a disparu. Il y avait les ordres, le travail, la mission. J'étais intéressé par le réacteur vu du ciel. Que s'était-il passé en réalité? De quoi cela avait-il l'air? Mais il était strictement interdit de le survoler. Sur ma fiche, il est écrit que j'ai reçu 21 Röntgen. Mais je ne suis pas certain que ce soit vrai.
Le principe était très simple. Nous arrivions dans le centre du district, à Tchernobyl. C'est une minable petite ville et non pas cette chose grandiose que j'imaginais. Et là, un dosimétriste mesurait le fond de la radiation. Or, nous nous trouvions tout de même à 10 ou 15 kilomètres de la centrale. Ce chiffre était ensuite multiplié par le temps que nous avions volé dans la journée. Mais dans notre travail, nous survolions régulièrement le réacteur à bord de nos hélicoptères. Et à la centrale, la radioactivité variait. Un jour 80 Röntgen, le lendemain 120. Dans la nuit, je passais 2 heures au-dessus du réacteur. Nous filmions la centrale dans les infrarouges et des morceaux dispersés de graphite apparaissaient sur la pellicule. Comme si le film avait été exposé. Dans la journée, on ne pouvait pas les voir. J'ai discuté avec des scientifiques. L'un me disait « Je pourrais même lécher votre hélicoptère, cela ne me ferait pas le moindre mal. » Et un autre me tensait « Mon gars, il ne faut pas voler sans protection. Vous vous abrégez la vie, fabriquez-vous des protections avec du métal. » Nous avons mis des feuilles de plomb sur les sièges et nous avons découpé des plaques de protection pour la poitrine, dans le même métal. Bien sûr, cela nous protégeait contre certains rayons, mais pas contre tous. Nous n'avons commencé à réfléchir que... Comment vous dire ? 3 ans plus tard, je crois. L'un est tombé malade, puis un autre. L'un est mort, l'autre est devenu fou, le troisième s'est suicidé. C'est alors que nous avons gambergé pour de bon. Mais nous ne comprendrons vraiment ce qui s'est passé que dans 20 ou 30 ans. L'Afghanistan où j'ai passé 2 ans et Tchernobyl ont été les 2 moments de ma vie où j'ai vécu le plus intensément. Je n'ai pas dit à mes parents qu'on m'avait envoyé là-bas. Un jour, mon frère a acheté les Izvestia et y a trouvé mon portrait. Il l'a montré à ma mère. « Regarde, notre héros. » Elle s'est mise à pleurer. Larissa Zay, une mère. Ma fillette, elle n'est pas comme tout le monde. Quand elle aura grandi, elle me demandera pourquoi je suis pas comme les autres. À la naissance, c'était pas un bébé, mais un sac fermé de tous les côtés, sans aucune fente. Les yeux seuls étaient ouverts. Sur sa carte médicale, on a noté « né avec une pathologie multiple complexe. Aplasie de l'anus, aplasie du vagin, aplasie du rein gauche. » C'est comme ça qu'on dit dans le langage scientifique. Mais dans la langue de tous les jours, ça signifie pas de foufoune, pas de derrière et un seul rein. Au 2e jour de sa vie, je l'ai portée jusqu'au bloc opératoire. Elle a ouvert les yeux et elle a souri. J'ai d'abord pensé qu'elle allait pleurer, mais elle m'a souri. Les bébés comme elle survivent pas. Ils meurent tout de suite. Mais elle n'est pas morte, parce que je l'aime. En 4 ans, 4 opérations. En Biélorussie, c'est le seul enfant qui ait survécu avec une pathologie aussi complexe. Je l'aime énormément. Je ne pourrais plus avoir d'enfant. J'oserais pas. Depuis que je suis rentrée de la maternité, je tremble chaque fois que mon mari m'embrasse la nuit. Nous n'avons pas le droit. Le péché.
la peur. J'ai entendu les médecins parler entre eux. Si on montre ça à la télé, aucune mère ne voudra plus accoucher. Voilà ce qu'ils ont dit de notre fille. Comment faire l'amour après ça? Mais à 4 ans, elle chante, danse, récite des poèmes par cœur. Son développement intellectuel est normal. Elle ne diffère en rien des autres enfants. Elle a seulement des jeux bien à elle. Avec ses poupées, elle joue pas au magasin ou à l'école, mais à l'hôpital. Elle leur fait des piqûres, leur met le thermomètre, les place sous perfusion. Et lorsque la poupée meurt, elle la couvre d'un drap blanc. Depuis 4 ans, nous vivons à l'hôpital, elle et moi. On ne peut pas la laisser seule là-bas, et elle ne sait pas qu'il faut vivre à la maison. Lorsque je la prends chez nous, pour 1 mois ou 2, elle me demande quand nous allons retourner à l'hôpital. Elle a des amis qui y vivent et y grandissent. On lui a fait des fesses. On est en train de lui former un vagin. Après la dernière opération, l'évacuation d'urine a totalement cessé. Et les chirurgiens ne sont pas parvenus à lui insérer un cathéter. Il faut encore d'autres interventions. Mais on nous conseille de la faire opérer à l'étranger. Mais où trouver les dizaines de milliers de dollars nécessaires alors que mon mari n'en gagne que 120 par mois? Un professeur nous a donné un discret conseil. Avec une telle pathologie, votre enfant représente un grand intérêt pour la science. Écrivez à des cliniques étrangères, ça doit les intéresser. Et depuis, j'arrête pas d'écrire. J'écris qu'on presse l'urine toutes les demi-heures avec les mains. Que l'urine passe à travers des trous minuscules dans la région du vagin. Si on ne le fait pas, son rein unique cessera de fonctionner. Est-ce qu'il y a un enfant dans le monde à qui on doit presser les urines toutes les demi-heures? Et combien de temps on peut supporter ça? Personne ne connaît l'importance des petites doses de radiation sur l'organisme d'un enfant. Je leur demande de prendre ma fillette, même pour des expériences. Je veux pas qu'elle meure. Je suis d'accord pour qu'elle devienne un cobaye, comme une grenouille ou un lapin, pourvu qu'elle survive. J'ai écrit des dizaines de lettres. Oh mon Dieu! La supplication de Svetlana Alexievitch. Traduction Galia Ackerman et Pierre Laurin. Avec Loïc Coudray, Grégory Gadebois, Olivier Arrigui, Guillaume Marquet, Laurent Charpentier et Pascal Kamerbeck. Prise de son, montage, mixage, Guy Senot et Mathieu Leroy. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. La supplication de Svetlana Alexievitch est parue aux éditions Jean-Claude Lattès.